Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 23 septembre 2023. Dans les actualités de ce jour, parlant politique, le parti politique TGV d'Indouarane Foots est déjà prêt pour les élections selon la déclaration de leur leader. Aujourd'hui, ils ont procédé à des sensibilisations afin que les citoyens d'Yavlou viennent récupérer leur carte électorale au niveau du bureau de Foukontane. Le parti TGV Indouarane Foots est déjà prêt pour faire élire le candidat numéro 3, Andji Radzuel, et d'unir leurs forces pour qu'il soit élu au premier tour, affirme-t-il. Reportage de Secha Hanjenas et Anzara Zanarville. L'un des critères pour pouvoir faire face aux urnes est d'avoir une carte électorale. Ces dernières peuvent déjà être récupérées depuis le 10 septembre dernier au niveau des Foukontane. Et depuis ce jour, le parti politique TGV d'Indouarane Foots a sensibilisé les citoyens au niveau de la commune d'Indouarane Foots à récupérer leur carte électorale au niveau des bureaux de Foukontane. La sensibilisation a commencé dans le Foukontane Yavlou aujourd'hui, et cela se poursuivra dans les 7 autres Foukontane au sein de la commune d'Indouarane Foots. Cette commune a bénéficié de bon nombre d'infrastructures durant ce mandat d'Anradzuil. De ce fait, le TGV d'Indouarane Foots est déjà prêt à faire élire le candidat numéro 3, Andji Radzuel, et renforce son soutien pour ce candidat au premier tour. Aujourd'hui, le leader du parti TGV Indouarane Foots a fait appel aux citoyens à ne pas se laisser berner par les tentatives de déstabilisation perpétrées par les autres politiciens. Parlant faits divers à présent, les 2 personnes qui ont été kidnappées par des malfaiteurs sont revenues au sein de leur famille mardi dernier. Ce kidnapping a eu lieu justement le mardi 19 septembre dernier à Tanmaf Imorankrom dans le district d'Amparafarabvoul après une journée entre les mains des malfaiteurs. L'un des 2 a pu prendre la fuite jeudi soir. Il a été retrouvé dans la forêt non loin de Martspouy Antouzourbé. Joint au téléphone, il a expliqué qu'il aurait profité du sommet de ses ravisseurs pour prendre la fuite et en s'orientant à l'aide du soleil, il a pu prendre le chemin pour rentrer. Selon les informations, l'autre homme a également pu prendre la fuite hier et a pu retrouver sa famille. L'enquête sur cette affaire est en cours. Dans les actualités sociales, des milliers d'hectares de forêts sont souvent détruits par les feux de brousse dans la région d'Alo-Chamangour. Le service en charge de la protection de l'environnement au sein du district de Muramang a ainsi mis en place des stratégies de sensibilisation avec les acteurs environnementaux. Fin de Sénat Mireille nous en dit plus. Des feux délibérément créés, la fabrication de charbon sont suivis des normes, le TAV ou culture sur brûlis qui est un système de dilapidation des forêts pour cultiver, ce sont les principales causes des feux de brousse dans le district de Muramang. 1 millier d'hectares de forêts sont ainsi détruits tous les ans. La société d'État Fanalamang fait face également à ces feux de brousse, notamment à travers les gardes forestiers. Certains d'entre eux viennent de recevoir des formations de renforcement de capacité pour faire face aux feux. Malgré cela, les dirigeants de cette société d'État font appel à la population pour protéger les forêts. Le service en charge de la protection de l'environnement est également descendu sur les lieux pour la sensibilisation et mettre à la connaissance de la population les effets néfastes des feux de brousse. Le comité au niveau des Foukontane prend également ses responsabilités dans la lutte contre le feu de brousse avec les habitants. Toujours dans cette page sociale, mais dans un tout autre sujet, 80% des constructions de maisons à Madagascar ne suivent pas les normes selon l'ordre des architectes malagasy aujourd'hui. Cela concerne autant les maisons des particuliers que les bureaux administratifs. Pourtant, le non-respect des normes est susceptible d'engendrer de graves dangers selon les explications rapportées par Fadesna Mireille et Yves Janel dans ce reportage. Seulement 20% des maisons construites dans tout Madagascar suivent les normes. Pour la plupart, ce sont pourtant les constructions au niveau des grandes villes. Par ailleurs, les personnes qui font appel à des architectes pour la construction de leurs maisons sont encore peu nombreuses, alors que le non-respect des normes de construction est susceptible d'engendrer de graves problèmes, notamment au niveau de la capacité de faire face aux aléas climatiques, la durabilité ou la longévité de ces constructions, entre autres. De plus, ce non-respect des normes a un impact important sur l'environnement, selon les explications d'un représentant au sein de l'Ordre des architectes malagasy. C'est pourquoi il est important de faire appel aux professionnels pour la construction de maisons.
Toujours dans la page sociale, afin d'aider les élèves de la classe du 3e du CEG IVAT qui vont passer l'examen officiel de BEPC cette année, un bienfaiteur gérant d'une entreprise privée leur a offert des kits scolaires mardi dernier. Cet entrepreneur affirme qu'il a l'habitude de faire des actions caritatives pour aider les élèves à avoir de bons résultats aux examens officiels et c'est le cas notamment pour cette année scolaire selon les explications. Dans les actualités internationales de ce soir, les migrants doivent être secourus, a exhorté le pape François hier depuis Marseille où il entame une visite de 2 jours. Le souverain pontife doit notamment assurer aujourd'hui une grande messe au stade Vélodrome. Le président français Emmanuel Macron prévoit d'y assister. France 24. Face à la Méditerranée sur les hauteurs de Marseille, le pape prend le temps de saluer, de remercier les hommes et femmes qui viennent en aide aux migrants et qui, selon le pape François, font l'honneur de l'humanité. Des réfugiés viennent offrir des lettres, se prosterner aux pieds de ce pape qui fait des migrants l'une des causes principales de son pontificat. Il dépose une gerbe en mémoire de tous les migrants qui ont péri en mer et fait rare, c'est en français qu'il prie. Regarde en ta bonté les réfugiés, les exilés, ceux que la mort rejette, et les enfants séparés de leur famille. Accorde-leur de retrouver une patrie. Des prières et un discours fort à l'intention des chrétiens, mais aussi des responsables politiques. L'indifférence ensanglante la Méditerranée. Nous sommes à un carrefour de civilisation. Que chacun fasse le choix entre la culture de l'humanité et celle de l'indifférence. Junior est arrivé en France depuis 5 ans. Aujourd'hui, il a pu lire un passage de la Bible devant le pape. Il a fait passer pas mal de messages. Il a parlé d'amour, il a parlé de compassion. Et moi, c'est ce que j'ai pu retenir de ce moment-là. Et c'était super. Le pape François l'a précisé, ce n'est pas une visite en France, mais à Marseille. À la descente de l'avion tout sourire, il est accueilli par la première ministre. Le pape ne peut désormais plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Mais le chef du Vatican prend la peine de se lever pour la Marseillaise. Après une brève traversée de Marseille, il prie la Bonne Mère à Notre-Dame de la Garde avec le clergé. C'est la première fois depuis 490 ans qu'un pape se déplace dans la cité phocéenne. Et les séparatistes du Haut-Karabakh doivent négocier aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan le trait de leurs troupes de cette région en majorité peuplée d'Arméniens 3 jours après la conclusion d'un cessez-le-feu avec Bakou. La dépose des armes doit également se poursuivre. France 24. La grande évolution, c'est que les forces russes sur place ont indiqué qu'elles ont pu livrer plus de 50 000 tonnes de nourriture, ce qui est une première pour une région qui était au bord de la famine, car je le rappelle, elle était sous blocus de la part de l'Azerbaïdjan depuis plus de 9 mois, mais pour autant la situation humanitaire, elle reste très précaire. Des milliers de personnes sont déplacées et sont sans refuge, sans électricité ni gaz. Les gens font des feux de bois dans la rue et l'angoisse plane toujours pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Le bureau du défenseur des droits du Haut-Karabakh indiquait qu'ils avaient reçu plus de 600 appels de la part de personnes qui sont sans nouvelles de leurs proches. Cela est en partie dû au fait que, selon l'organisation NetBlocks, l'internet est très fortement perturbé, ce qui explique pourquoi on a aussi autant de peine en fait à recevoir des informations de la part de la population sur place ou bien des quelques journalistes encore présents.
ce même bureau du défenseur des droits qui affirme aussi recevoir de nombreux rapports de gens qui se retrouvent face à des chats Telegram azerbaïdjanais sur lesquels on pourrait lire des appels à la torture ou au viol de personnes arméniennes. Donc ce que me disait un petit peu plus tôt des personnes qui sont présentes au Karabakh, c'est que tout ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir être évacuées vers l'Arménie. Ils craignent en fait de se retrouver face à face avec les troupes azerbaïdjanaises. Ils craignent d'être persécutés, même si le plan de l'Azerbaïdjan, c'est d'intégrer les Arméniens du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. En tout cas, ils craignent d'être persécutés et ils se sentent un peu abandonnés par la communauté internationale. Ils espèrent une mission de l'ONU qui ne risque pourtant pas d'arriver, puisque la Russie fait partie du Conseil de sécurité et risque de poser un veto avec les troupes qu'elle a déjà sur place. D'où la prochaine question, Taline. Que vont devenir les combattants qui rendent les armes? Leur sort fait l'objet d'inquiétudes. Oui, tout à fait. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais continue de poster des photos de positions de combat qui sont abandonnées par les forces indépendantistes du Haut-Karabakh, qui sont en cours de démantèlement sous la supervision des forces de maintien de la paix russes qui sont présentes sur place. Et comme vous l'avez dit, il semblerait que les autorités azerbaïdjanaises, en tout cas elles affirment que les militaires du Haut-Karabakh qui déposent les armes seront libres. Mais ce matin, l'ONG internationale Human Rights Watch publiait un rapport dans lequel elle rappelait qu'il y a de sérieuses raisons de craindre que les autorités azerbaïdjanaises traitent tous les hommes comme des combattants potentiels et que dès lors ils risquent d'être arbitrairement arrêtés ou bien condamnés. Et déjà ces dernières semaines, on a vu plusieurs hommes se faire arrêter au checkpoint azerbaïdjanais présent sur le corridor de Lachin, cette route qui relie l'Arménie au Karabakh et qui est sous blocus depuis 9 mois. Et du coup cela ravive les craintes que les hommes soient ciblés, d'ailleurs vivants ou morts, car on a pu voir à Stepanakert, sur la place principale de Stepanakert, des portraits des soldats tombés au front sont affichés, et certains des proches de ces soldats qui sont tombés en 2020 retirent les portraits de leurs fils tombés sur le front, car ils ont peur que leurs dépouilles soient désacralisées dans le futur, comme ça avait été le cas en 2020 déjà plusieurs fois. Et si l'Ukraine ne publie pas de données officielles sur le nombre de soldats morts au front, il serait déjà plusieurs dizaines de milliers, avec pour conséquence le deuil des familles à l'échelle d'un pays. Des aides financières de l'État sont prévues, mais pour ce qui est de l'assistance psychologique, des bénévoles prennent le relais. À Zaporizhzhia, une association tente d'aider des veuves à continuer de vivre sans leurs proches. France 24 toujours. Cela fait un peu plus d'un an que Katerina et Erlib ont perdu son mari pour l'une et son père pour l'autre. Vitali Plaskin avait rejoint l'armée une semaine après l'offensive russe contre l'Ukraine et il a été tué près de Donetsk. Il n'avait eu aucun entraînement, ni aucune expérience militaire. Il a juste compris que, comme il disait, « Comment vais-je me regarder en face dans le miroir si je n'y vais pas ?» Il m'a montré ce qu'était une famille et ce qu'était le bonheur. Quand on regarde ces photos, on se souvient que tout allait bien. Et lui aussi était heureux. C'est sans doute ce qu'il y a de pire avec la guerre. Des gens qui ont absolument tout pour être heureux et qui ont réussi leur vie et qui meurent. Dans ce jardin d'un sculpteur local lui-même parti au front, Katerina participe à un groupe de soutien. Une aide psychologique pour ces veuves, portée par des bénévoles. Je suis enfin parvenue à regarder les pierres tombales. La séance de thérapie d'aujourd'hui a pour thème « Qui étais-je avant le deuil et qui suis-je maintenant ?» Nous avons une activité d'art-thérapie autour de la question « Qu'est-ce que je veux dans l'avenir ?» Les participantes sont invitées à l'exprimer à travers un collage. Les 6 derniers mois étaient vraiment durs, donc mon collage évoque surtout des vacances. Je veux emmener mes enfants visiter tous les châteaux d'Ukraine. J'ai déjà trouvé un circuit. Nous, on s'intéresse moins à l'architecture qu'à la nature. Katerina imagine son fils grandir beau et fort.
Бо одразу він піде стопами батька, і піду я теж. L'association voudrait étendre son initiative à d'autres régions ukrainiennes car le deuil des veuves reste un défi à relever à l'échelle du pays. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.